Eh bien, merci Thomas. Bonjour à tous. Donc, on va passer une bonne heure ensemble, enfin, une petite heure de contenu, mais on va laisser quand même place aux questions-réponses à la fin et au débat si nécessaire. N'hésitez pas à les poser au fil de l'eau. Et du coup, je vais introduire rapidement le pourquoi et le contexte de cette intervention, enfin de cette table ronde plutôt. Et puis, je présenterai assez rapidement, de toute manière, via un tour de table les intervenants, et puis on avancera directement. Donc, alors, pour ceux qui ont l'habitude, j'aime bien quand même au départ présenter le contexte de la mobilité et tout d'abord d'Ecodev. Je fais très rapide sur Ecodev, mais ça va faire 11 ans qu'on accompagne finalement les organisations sur des thématiques RSE ou à impact. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres. On a une nouvelle raison d'être depuis quelques semaines qui a réveillé les organisations pour stimuler l'engagement et provoquer le changement. Donc, j'ai pour habitude de dire que c'est tout un programme. Bon, ça explique un peu, finalement, voire beaucoup notre mission et notre quotidien. Euh, et on a aujourd'hui principalement trois métiers. Un métier dédié au conseil sur des sujets stratégiques ou volontaires. On travaille de plus en plus sur le déploiement des actions, d'où les interventions de ce matin, puisque du coup, on voit bien que les outils sont quand même essentiels dans le déploiement de ces actions et des sujets de mobilité durable, ainsi que la conduite de changement et la communication ou la valorisation de ces sujets. Donc voilà, donc on a différentes thématiques ou pôles d'expertise que vous pouvez voir sur la gauche de votre écran, qui vont de la RSE à des enjeux de biodiversité en passant par la mobilité durable. Différents engagements, mais je les passe rapidement, ce n'est pas l'objet de la matinée. Et puis, on va arriver tout de suite sur les sujets de la mobilité. Donc, j'ai voulu introduire rapidement cette matinée pour quand même recontextualiser ce qu'on peut appeler finalement les enjeux de mobilité durable. On a une dépendance extrêmement forte à la voiture et on va dire que l'urbanisation ou l'urbanisme de manière générale et l'artificialisation des sols a amené un certain nombre d'enjeux liés à la voiture. On va dire que depuis les années 50-60, la ville est pensée autour de la voiture. Et donc, on est dans une dynamique de cercle quelque part vicieux, alors qui est en train de s'inverser, quoique, parce que quand vous regardez aujourd'hui les chiffres, ce n'est pas forcément si évident que ça. Et 90% des foyers possèdent des véhicules à énergie fossile, et puis à peu près 4% des véhicules électriques ou hybrides. Donc, on voit bien qu'entre les annonces, la communication et la réalité, il y a un décalage encore énorme. Et pour compléter, vous savez peut-être, je ne sais pas, mais que la mobilité de manière générale, à 90%, dépend du pétrole. Donc on a une forte dépendance à ces énergies fossiles pour se déplacer. Les conséquences de cette dépendance, finalement, c'est des coûts, parce que ça coûte de mettre de l'essence dans sa voiture et l'assurance, etc. C'est la deuxième source de dépense des ménages français, derrière le logement. C'est à peu près un tiers de son empreinte environnementale. Sachant que, alors pour avoir des ordres de grandeur, si on devait respecter les accords de Paris, on devrait être sur un total de 2 tonnes finalement par an par personne, toute activité confondue. Donc rien que la mobilité à date, ça consomme tout notre quota. 48 000 décès, c'est à peu près, alors c'est même des chiffres qui sont sous-évalués, mais si on les met au regard des enjeux sanitaires actuels, on voit bien que la qualité de l'air et les enjeux associés sont des enjeux sanitaires assez forts. Troisième cause de mortalité évitable après le tabac et l'alcool. 10 heures passées dans les transports, finalement, ou à se déplacer par semaine, c'est le temps moyen aujourd'hui d'un Français. Plus de 50%, même dans les régions comme l'Île-de-France, sont consacrés à aller vraiment au travail. Donc, c'est une activité à part entière. Donc, je ne sais pas si vous faites des activités hors ou des loisirs, mais si vous faites 10 heures de loisirs par semaine sur un sujet, vous comprenez bien que c'est une activité extrêmement prégnante dans notre quotidien. Et l'espace public qui est consacré à la voiture est prédominant aussi, ou en tout cas quasiment majoritaire. 30 à 50% des espaces publics est dédié à la route. Et si on fait des petites comparaisons, alors qui peuvent avoir peu de sens, mais on va dire que c'est une minorité des usages pour une majorité de la surface utilisée. Il n'y a pas d'autres surfaces plus importantes. Si vous prenez les parcs et jardins, les habitations, ça sera toujours moins. Et c'est environ 10% des arrêts de travail, les trajets quotidiens. Donc on voit bien là qu'on est sur des enjeux sur lesquels il faut rationaliser, optimiser, modifier, évoluer. Et puis on a encore, et là j'ai voulu le décomposer, des disparités de territoire. Donc il y a aussi cette difficulté qui est qu'on ne va pas intégrer le sujet de la même manière et on ne va pas avoir les mêmes enjeux quand on est dans une zone rurale, périurbaine ou à une agglomération dense.
Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais il y a une constante, c'est que 50% des déplacements quotidiens font entre 1 et 7 km. Donc on a une grande majorité des trajets quand même qui sont sur des distances relativement raisonnables. Alors si on les compare comparé aux années 50, c'était 90% des Français qui faisaient moins de 3 km pour aller au travail. On a voilà, eu un étalement urbain et un allongement des distances extrêmement prégnant en 50 ans, ou un peu plus. Mais voilà, donc il faut avoir en tête quand même cette disparité. Et puis on a deux fortes actualités que je voulais mettre en avant, parce que du coup tout le monde en parle en ce moment, c'est les politiques et les sujets liés au télétravail. Donc on a bien vécu là, cette situation de confinement comme un bon moyen finalement de changer nos habitudes, en tout cas certaines, avec également une grande disparité de territoire, mais surtout de classes socio-professionnelles, parce que vous avez vraiment une difficulté à faire du télétravail dans certains contextes et d'autres qui ont, on va dire, un cadre extrêmement adapté. Mais dans tous les cas, et on reviendra dessus avec Alban en particulier au départ, mais 40% des Français sont éligibles, donc 60% ne peuvent pas faire de télétravail. Donc même si on pousse ces chiffres et qu'on optimise, on va dire que la moitié des Français ne pourront jamais télétravailler. On prend des professions dans le tourisme, les gens qui vont nous aider on va dire, à se soigner, et ou ceux qui vont nous nourrir de manière générale. Par exemple, la restauration, c'est des métiers qui sont difficilement numérisables. Et la mobilité post-confinement, donc ça c'est la deuxième actualité, c'est qu'on a vu un certain nombre d'études qui démontrent qu'aujourd'hui des Français, franciliens, peu importe, veulent changer leurs habitudes pour la majorité, 70%, et 1 sur 6 souhaite complètement révolutionner sa mobilité. Donc on est sur des enjeux extrêmement d'actualité. D'où l'intérêt de parler finalement de ces sujets d'écosystème mobilité qu'on a développés et qui justifient cette matinée, qui légitime et qui du coup subventionne aussi le temps passé. Et cet écosystème a pour objectif de permettre aux employeurs finalement de s'approprier le management de la mobilité. Donc on croit beaucoup chez Ecodev aux outils et aux profils qui vont mesurer et qui vont structurer ces indicateurs qui ne le sont peu ou pas aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. On va ensuite accompagner le changement, valoriser les bonnes initiatives et les acteurs engagés comme ce matin et soutenir une démarche de sobriété ou autant que possible qui peut être en phase avec nos enjeux énergétiques et ou climatiques. Un certain nombre d'objectifs, bon, je ne vais pas les passer tous en détail, mais là, ce qui nous intéresse par exemple ce matin, c'est d'offrir une visibilité sur des engagements, sur des retours d'expérience, à des problématiques rencontrées pour aider finalement les employeurs à gagner du temps et déployer les actions éprouvées. Donc voilà un certain nombre d'accompagnements et de démarches ou d'initiatives qu'on peut porter dans cet écosystème, qui est l'équivalent d'un collectif finalement d'acteurs avec des parties prenantes qui vont financer, c'est principalement les employeurs, des solutions et des acteurs engagés, ou des parties prenantes qui peuvent aller d'institutionnels dans la recherche ou des institutionnels beaucoup plus représentants du monde, on va dire, des professions ou des représentants du personnel. Voilà dans l'introduction, j'ai essayé de faire court. Maintenant, on va faire un petit tour de table. Donc, je vais vous demander à tous les trois de peut-être se présenter en un mot qui vous êtes et la structure. Et puis, en parallèle, peut-être de nous expliquer en une phrase, une minute, pourquoi ou comment vous avez finalement atterri dans le développement ou la construction d'outils autour du management de la mobilité, ou pourquoi vous êtes tombé dans la thématique de la mobilité durable. Je vais le faire dans l'ordre de ceux qui s'affichent. Alban, du coup, tu es le premier. Bonjour à tous, je m'appelle Alban Castin, j'ai 36 ans. Je suis cofondateur de GCAN qui propose une plateforme SaaS d'analyse et d'optimisation des déplacements des collaborateurs. Et en fait, moi, je suis arrivé dans la mobilité, pas tellement en m'intéressant à la mobilité à la base, mais plus je recherchais un projet qui avait un peu de sens et de l'impact. Et c'est notamment en regardant tous les chiffres liés aux problématiques de la mobilité. Quand on voit que l'ADEME dit que 50% des émissions de CO2 d'une entreprise sont liées au déplacement des collaborateurs, on sent qu'il y a un gros problème ici et qu'il faut vraiment agir assez vite pour réorganiser ces mobilités et faire en sorte qu'on puisse assez rapidement baisser les bilans carbone des entreprises. Génial. Thibaut? Bonjour à tous, Thibaut Lécuyer, directeur marketing chez Padam Mobility. La partie amusante de la manière dont Padam Mobility s'est créée, c'est que c'est une boîte qui a été créée en sortie d'école par des étudiants qui voulaient avant tout résoudre un des problèmes principaux des étudiants qui consiste à rentrer chez soi quand on sort le soir à Paris et qu'on habite en banlieue.
et après avoir passé 2 fois le cauchemar du noctilien, ont mis en place une solution pour ramener beaucoup de monde à moindre coût à distance. Et 5 ans plus tard, c'est devenu Padam Mobility et du transport à la demande que j'aurai l'occasion de vous détailler un peu plus tard. Merci. Lucas? Oui, bonjour à tous. Donc, moi, Mobility, c'est aussi une aventure qui a commencé à l'école il y a un peu plus de 4 ans, où j'ai développé avec un associé une solution de covoiturage qui permettait aux personnes de se déplacer, que ce soit les professeurs et les étudiants. On s'est rendu compte en se développant que le covoiturage était une solution, mais que l'entreprise avait besoin d'être accompagnée sur un ensemble de solutions. Et c'est pour ça qu'on a évolué vers Mobility. Génial. Ok, merci à vous. Du coup, le format de la matinée, c'est un format table ronde, donc on n'a pas de longues présentations, même s'il y a quand même des supports, mais ça va être un format table ronde, donc on va rentrer dans le détail. Peut-être que, alors, le premier sujet, effectivement, qu'on a rapidement traité, mais ça permettra d'introduire du coup GICAN, c'est le sujet, on va dire, du télétravail, puisque du coup, on entend beaucoup parler de télétravail, d'optimisation, donc ce n'est pas le sujet de la matinée. Là, on va parler de finalement aider les profils qui doivent aller au travail, donc qui doivent se déplacer régulièrement. Et donc, du coup, peut-être que je te laisse, Alban, présenter GICAN en quelques minutes pour nous Ça expliquer marche. comment et pourquoi. Si tu veux, tu peux te mettre directement, je pense, sur le deuxième slide, ce sera peut-être un peu plus clair. Alors effectivement, comme tu le disais, 60% des salariés, des actifs ne sont pas éligibles au télétravail. Donc c'est vrai que depuis le Covid, tout le monde parle de télétravail. On en entend parler énormément sur les réseaux. C'est une super solution, mais il n'y a pas que ça en fait. Et il faut vraiment se le dire. Le télétravail, c'est une des solutions et il y en a plein d'autres autour. Et c'est un peu la volonté qu'on a eue en créant GCAN en 2020. On a commencé à réfléchir au projet fin 2017, donc il y a eu 2 ans et demi d'expérimentation et de POC auprès de différentes entreprises du CAC 40 pour bien valider le modèle. Et notre mission de départ, c'était vraiment d'aider les entreprises à réduire les déplacements domicile-travail. En fait, un de mes associés était parti d'un constat assez simple, c'est que tous les jours, il allait au travail, il partait de Versailles, il allait à la Défense. Il était persuadé que tous les jours, il croisait une personne dans le sens inverse qui travaillait dans la même entreprise que lui, qui avait à peu près le même niveau d'emploi et avec qui il pourrait switcher sans aucun problème de site de travail pour éviter les différents déplacements liés au travail. Donc GCAN, c'est une entreprise qui est aujourd'hui accompagnée par Make Sense, une entreprise à impact. On fait partie de Tech for Good et on est accompagné et on est subventionné par la BPI pour améliorer et développer notre outil. Et notre objectif principal, c'est vraiment d'aider les entreprises à analyser l'existant, la mobilité actuelle de l'entreprise, essayer de l'optimiser, proposer des suggestions et en fonction des différents cas possibles, soit proposer à des collaborateurs une bourse d'échange d'emploi pour leur permettre de se rapprocher de leur domicile à emploi équivalent si c'est possible, ou alors proposer plusieurs moyens de mobilité un peu plus douce et dans un objectif assez clair qui est de baisser le bilan carbone des entreprises et d'améliorer la qualité de vie des collaborateurs. Il y a une étude du WWF qui disait que si chaque entreprise était capable de réduire de 10% ses déplacements, ça représenterait 11 millions de tonnes de CO2 en économie sur la consommation annuelle d'1,3 million de Français. C'est juste énorme. Et je pense que 10%, réduire les déplacements de 10% dans une entreprise, si tout le monde s'y met, si on arrive vraiment à repenser la manière dont un collaborateur est affecté sur un site, par exemple, ou alors repenser la manière dont un collaborateur va se déplacer sur un site parce qu'il ne peut pas avoir une autre affectation et qu'on travaille tous ensemble main dans la main, on y arrivera sans aucun problème. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, quand on commence à mettre des chiffres sur des volumes aussi importants, on a, même en faisant des tout petits gains, des énormes finalement, retours sur investissement. Alors, je ne sais pas si… donc, je te laisse peut-être finir les 2-3 slides que tu as.
Il en reste juste un qui présente la plateforme, si tu veux passer au suivant pour expliquer un peu concrètement comment on fonctionne. Donc, c'est une plateforme SaaS. L'objectif, c'est dans un premier temps vraiment de récupérer les données RH anonymisées. À partir de ces données, de faire des analyses et des calculs. Et en fonction de ça, vous proposez des optimisations possibles en fonction des différents sites sur lesquels sont répartis vos collaborateurs, des moyens de transport que vous avez mis à disposition de vos collaborateurs ou vous suggérez d'autres moyens de transport qui pourraient venir complémenter l'offre actuelle de mobilité. Donc, on va vraiment être dans l'analyse et l'optimisation, essayer de repenser un peu les différentes affectations des collaborateurs quand c'est possible, et ensuite, dans un second temps, venir proposer un différent moyen de transport pour que le collaborateur puisse se rendre au travail via une mobilité un peu plus douce. Et là, on travaille aussi sur une bourse d'échange pour aller plus loin que juste proposer à un collaborateur de changer de lieu d'affectation en rapport à son trajet domicile-travail, mais aussi pour proposer à 2 collaborateurs, par exemple, dans le même établissement, de pouvoir interchanger de shift, entre guillemets, sur une période donnée. Si, par exemple, une maman travaille l'après-midi alors qu'elle doit aller chercher ses enfants à l'école et qu'elle préférerait travailler un matin, être capable d'interchanger avec un collègue qui fait le même travail et pour permettre d'avoir beaucoup plus de flexibilité dans les entreprises et que ce soit organisé par les collaborateurs, suivi, piloté et managé par les managers et les RH. Ok, c'est très clair. Donc, si on introduit un peu le sujet de manière linéaire, on va dire, par rapport aux autres interventions. Donc là, on est sur une vision très macro, finalement, ou d'analyse de données au départ, pour finalement optimiser un certain nombre d'affectations, finalement, de lieux de travail. Mais pas que. Et du coup, maintenant, ça me permet d'introduire Padam, puisque du coup, on va quand même vous laisser présenter chacun vos solutions avant de rentrer dans le vif du sujet, des questions. Mais du coup, Padam, si on devait en quelques minutes présenter l'outil, je te laisse. Merci Timothée. Donc l'idée, c'est que parmi les propositions auxquelles vous pouvez aboutir une fois que vous avez fait votre diagnostic, il y a le transport à la demande dynamique. Donc, si on peut directement passer dans le cœur de la présentation, le transport à la demande dynamique, c'est avant tout du transport en commun, dont l'objectif est de rationaliser ce transport en commun en adaptant beaucoup plus finement l'offre à la demande. En quelques mots, vous n'avez plus des lignes de bus qui ont des arrêts fixes et qui passent à horaire fixe, mais vous avez des bus qui suivent des réservations qui sont faites à la volée et dont les itinéraires sont recalculés en temps réel par nos algorithmes. Ce qui permet de commander son bus et de ne plus avoir à courir après, parce que c'est votre bus qui vous court après à ce moment-là. Les avantages, c'est que c'est moins cher, c'est beaucoup plus efficace économiquement et écologiquement, et ça apporte une flexibilité qui est très très comparable à la voiture individuelle avec un impact environnemental bien plus faible. L'idée, c'est donc qu'il y ait des flottes de véhicules qui sont appelés via une appli et qui se substituent à des lignes fixes. Et le modèle, c'est que les entreprises paient une licence pour une suite logicielle en marque blanche qui soit opérée par un opérateur de transport. Donc, si on passe à la slide suivante, c'est très simple. Vous avez des interfaces usagers qui vont être une appli, un site web ou une centrale d'appel. Une interface conducteur à qui on va dire en temps réel à quel endroit il va chercher ou déposer des passagers, et une interface de gestion. C'est extrêmement simple. Donc le transport à la demande, on appelle ça le TAD, c'est pour ça que c'est une suite TAD. Et les cas d'usage sont multiples, que ça aille du transport de personnes à mobilité réduite au transport de salariés, le premier dernier kilomètre, les navettes aéroports, et c'est extrêmement pertinent dès lors qu'on est dans des zones périurbaines et rurales. C'est en dehors des centres-villes, quand on a des grands centres d'entreprises où il y a beaucoup d'entreprises ou une entreprise avec beaucoup de salariés, que ça devient pertinent. Par la suite, pour les entreprises, il y a plusieurs cas dans lesquels ça peut être très pertinent. Si on peut passer à la slide suivante. Ça peut être donc directement des trajets domicile-travail qui vont, dans un deuxième cas, permettre de travailler sur du transport public sur les 3-8, par exemple. Si vous avez des gens à amener à minuit, à amener à 22h et à ramener chez eux à 6h du matin, ça va permettre de faire ce roulement-là. On va permettre de relier à des nœuds de transport, c'est-à-dire que si vous êtes à côté d'une gare, il faut amener vos salariés à la gare de laquelle ils peuvent partir. Et enfin, un cas d'usage qu'on voit de plus en plus, c'est qu'il y a des campus d'entreprises qui sont gigantesques, à l'intérieur desquels il faut du transport, permettre de le réserver, de l'amener exactement là où on veut, ça peut être extrêmement pertinent. Donc voilà pour les cas d'usage. Dans le slide suivant, je vais y arriver.
parce qu'on y est presque. Il y a différents modèles de financement, il y en a 3 principaux. Ça peut être un projet privé pour une entreprise qui a besoin de ramener quelques milliers de salariés sur un site qui est un peu éloigné des nœuds de transport, souvent à l'initiative de la direction des syndicats ou du CSE. C'est ce qu'on fait avec Safran Impôt, où il y a un site de quelques milliers de salariés et on a mis en place un bouquet de mobilité dans lequel il y a du transport à la demande, parce qu'il y a des gens autour du site qui habitent très très loin des lignes de transport structurantes. Ça peut être un projet privé pour plusieurs entreprises. Donc, il y a le plan de mobilité employeur en commun, quand c'est plusieurs entreprises qui se rejoignent pour mettre en place un plan de mobilité, ou alors à l'initiative d'un opérateur privé qui va décider de couvrir une zone et d'offrir de la mobilité sous cette forme dans un parc d'entreprises. Et le troisième cas qu'on voit de plus en plus aussi, c'est un projet public pour plusieurs entreprises, donc une zone d'activité qui est mal desservie. On fait ça à Lyon. Je ne sais pas si vous connaissez la vallée de la Chimie et la zone de Mi-Plaine, où il y a énormément d'entreprises, énormément de salariés. C'est très loin des lieux de transport et c'est tellement vaste que c'est impossible à desservir avec du transport public. On a mis en place ce système avec donc des vannes qui tournent et qui vont amener des salariés directement dans leur entreprise. C'est extrêmement efficace, extrêmement utilisé et ça permet d'économiser en parking et c'est une alternative d'une flexibilité incroyable par rapport à la voiture individuelle. Le fait de pouvoir commander de son véhicule, savoir quand est-ce qu'il arrive, savoir quand est-ce qu'on arrive à son entreprise et pouvoir prévoir ça dans le temps, ça a une valeur extrêmement forte pour les salariés et pour les entreprises. Je crois que c'était mon dernier slide. Ok, merci, merci Thibaut. Alors du coup, oui, c'est important parce qu'on a beaucoup travaillé et beaucoup traité le sujet du vélo ou de l'optimisation d'un certain nombre de pratiques, mais on a souvent la remarque qui est c'est bien, mais c'est principalement dédié aux agglomérations, aux centres urbains denses, et quand on est en zone rurale, on a beaucoup plus de difficultés. Donc là, on va zoomer après justement sur ces cas d'usage pour démontrer effectivement qu'il y a des retours sur l'expérience extrêmement robustes sur ces sujets d'optimisation dans les zones rurales. Pour finir sur l'introduction un peu détaillée, mais c'est la plus courte. Donc voilà, une fois si on ne veut pas se déplacer avec d'autres personnes, par exemple, je ne sais pas si c'est une bonne introduction, Lucas, je te laisse. Je vais aller un peu plus loin, merci Timothée. Mobility, on se présente comme la solution de mobilité tout en un pour l'entreprise. On a une application mobile qu'on met à disposition des collaborateurs et qui va être leur assistant de transport, qui va leur permettre d'accéder donc à plus de 100 services de mobilité partout en France. C'est-à-dire que si vous êtes à Paris, à Bordeaux ou dans un petit village de province, vous pourrez accéder au transport en commun, au covoiturage, au vélo, à la trottinette, à l'autopartage, etc., etc. Cette application, elle va accompagner le collaborateur dans tous ses besoins de déplacement en proposant des itinéraires qui sont optimisés en termes de temps, de coût, d'impact environnemental. Et on va l'accompagner, l'inciter à l'usage de modes de transport durables grâce à un système de points qui est indexé sur ses économies carbone. Ces points, il va pouvoir ensuite les échanger contre des offres de partenaires mobilité ou directement des offres de son entreprise qui va s'engager du coup dans l'accompagnement au changement de comportement vers la mobilité durable. Mobility, on essaie d'aller plus loin. On considère que mettre seulement la solution en place, c'est pas suffisant, et donc on accompagne l'entreprise avec une méthodologie d'accompagnement au changement, mais aussi grâce à des outils comme notre plateforme web Mobility Insights, qui va permettre de suivre un certain nombre d'indicateurs comme le taux d'usage des différents modes de transport, le bilan carbone, les temps de déplacement, et qui va comme ça accompagner un plan de mobilité, une politique de réduction carbone, une politique de changement de comportement dans le cadre, par exemple, d'un déménagement de siège social, ou même une politique de réduction des coûts, parce que l'entreprise généralement n'a pas toujours conscience des coûts de sa mobilité. Et comme ça, on a par exemple un client HEC à qui on fait économiser dès la première année plus de 100 000 € sur ses coûts de mobilité. Voilà pour une introduction de mobilité. Ok, génial, merci. Et effectivement, quand on regarde les enjeux de mobilité de manière macro, on peut imaginer un certain nombre de solutions magiques, alternatives, extrêmement innovantes. Mais on voit bien que la trajectoire que la LOM, la loi d'orientation des mobilités, donne à date, c'est dans un premier temps l'optimisation des infrastructures existantes,
des moyens de transport existants. Et c'est une loi qui est assez ambitieuse, qui nous fixe comme finalement objectif de réduire de quasiment 40% l'empreinte carbone d'ici 2030. À titre de comparaison, le GIEC nous dit qu'il faudrait faire quasiment le double. Voilà, donc on voit que la loi la plus ambitieuse en France sur le sujet, qui est extrêmement rationnelle parce qu'on n'est pas sur une 5G qui permettra d'avoir des voitures autonomes qui nous permettront de se déplacer sans rien faire, qui du coup est hypothétique encore, hein, sans remettre trop en cause ces sujets. Là, on est vraiment dans de l'optimisation du concret. Donc, c'est pourquoi ça nous paraissait important de faire un peu un tour de table détaillé, on va dire, sur les cas. En tout cas, les outils proposés. J'ai donc plusieurs questions maintenant que je vais dérouler. Même si on l'a un peu abordé, comment vous, enfin, si vous deviez d'ailleurs mettre une note ou comment vous considériez l'intégration de la mobilité durable de la part des employeurs, en privé public, hein, on va pas faire de cloisonnement. Là, c'est le premier qui voilà. Très bonne question. Moi, j'ai un exemple assez flagrant. C'est l'ADEME qui dit que depuis que les plans de mobilité sont obligatoires, seulement 8% des entreprises les ont réalisés et déposés auprès de l'autorité organisatrice des transports. 8% des entreprises, c'est juste hyper bas. Et en parallèle de ça, il y a une étude du forum Vie Mobile, qui est un think tank de la SNCF, qui disait que la plupart des départements ressources humaines considéraient principalement le trajet, notamment les trajets domicile-travail, qui font partie des problématiques de déplacement, comme de la vie privée du collaborateur, et qu'ils attendaient des outils pour les aider à régler ces problématiques, mais qu'aujourd'hui, il n'y en avait pas forcément sur le marché. Et du coup, j'ai envie de dire que, notamment depuis la crise des Gilets jaunes, les grèves qu'il y a eu fin 2019 et maintenant le Covid, que tout le monde commence à se rendre compte que la mobilité devient un sujet très important et qu'il faut vraiment commencer à y réfléchir, et que les DRH, enfin les directions des ressources humaines, commencent vraiment à essayer, ou RSE, hein, commencent vraiment à essayer de s'y intéresser de manière beaucoup plus importante. Et de toute manière, la LOM, effectivement, quand même pousse de plus en plus, et voire impose, pour en tout cas les structures de plus de 50 salariés, d'intégrer ces sujets. Thibaut, Lucas, quelle note vous avez envie de donner c'est compliqué, hein, comme... Je ne sais pas si tu veux y aller, Thibaut. C'est plutôt une note d'encouragement, dans la mesure où la partie environnementale est clairement pas le premier problème auquel les entreprises ont envie de répondre. C'est plus des problèmes de flexibilité, de bien-être au travail, et c'est un effet collatéral si la partie environnementale est améliorée. Quand les entreprises veulent réduire leurs coûts de parking, c'est par ricochet une manière de réduire l'utilisation de la voiture individuelle. Donc c'est un encouragement parce qu'on sent vraiment une volonté de s'y mettre. Le fait qu'on en parle, le fait que les départements RH, les cabinets de recrutement s'y mettent de plus en plus, c'est un signe d'encouragement, mais très clairement, la partie environnementale, ce n'est pas le premier problème qu'ils essaient de résoudre. Et on essaye de faire comprendre à quel point, en tant qu'effet collatéral, ça peut être très positif. Pour aller plus loin, plus par rapport à ce que Alban disait, aujourd'hui, les entreprises, effectivement, il y a une sorte de prise de conscience et elles ont la volonté de s'engager plus dans la mobilité de leurs collaborateurs, mais même si la LOM donne des obligations, l'employeur n'a pas toutes les clés, en fait, ne comprend pas forcément quel est son rôle, lui, dans la mobilité de ses collaborateurs. Le plan de mobilité, aujourd'hui, il n'y a pas de format standard du plan de mobilité. On peut faire à peu près ce qu'on veut et l'envoyer à l'AOM. Il n'y a pas de souci à partir du moment où on met les 3-4 clés qu'il faut à l'intérieur. Donc, je pense que l'entreprise, elle a la volonté de faire. Ce qu'elle a besoin, c'est d'un peu plus d'accompagnement. Et il y a un autre problème sur la partie mobilité durable, où là, je rejoins un peu Thibaut. Alors, c'est pas que l'entreprise n'a pas envie de réduire son empreinte carbone, c'est surtout qu'aujourd'hui, elle a l'impression que pour réduire son empreinte carbone, c'est nécessairement source de coûts, et en fait, elle a du mal à voir les externalités que ça pourrait avoir, que ce soit des externalités en termes de bien-être au travail, comme tu disais, Thibaut, d'image ou autre, mais également des externalités économiques.
Parce que la mobilité, lorsqu'on va vers une mobilité plus durable, en fait, il existe énormément de solutions qui permettent, de prendre conscience de combien ça coûte aujourd'hui de se déplacer, pour les collaborateurs de se déplacer. Donc, il y a, tu disais 10% des arrêts de travail, Timothée, sont dus au déplacement à domicile-travail, mais il y a plein de choses. Il y a l'optimisation des parkings, il y a l'utilisation des navettes. Il y a pas mal de points finalement qui sont des sources de coûts pour l'entreprise. Et en faisant une étude de ces points, on a la possibilité d'apporter des solutions qui, derrière, permettent de faire des économies substantielles et qui permettent de réduire les coûts tout en réduisant le bilan carbone de l'entreprise. Ok. Du coup, quel serait peut-être pour vous le ou les moyens, ou on va dire la première brique à mettre en œuvre pour un employeur pour aider justement à avancer, structurer ses politiques? Ça peut être des outils, hein, comme vous en avez, ou d'autres. Là, je pense qu'un préalable indispensable, c'est de bien comprendre ce qui se passe dans son entreprise, dans ses différents sites et comment les personnes gravitent autour de tous ces différents sites. Donc, avoir un réel outil qui permette de vraiment comprendre les différentes problématiques de mobilité liées aux collaborateurs au sein de l'entreprise, pour pouvoir ensuite aller plus loin dans l'analyse, l'optimisation et les recommandations faites et embarquer les collaborateurs dans un réel programme de mobilité durable au sein de l'entreprise. Ça va dépendre aussi de l'enjeu de l'entreprise. Pourquoi est-ce qu'elle souhaite finalement s'engager dans la mobilité, en tout cas entamer une politique mobilité. Nous, on a un client HP qui a fait son déménagement des Ulysses jusqu'à Puteaux. Bon, l'enjeu, c'était comment est-ce que je fais pour finalement apporter des conditions de transport qui soient acceptables pour les personnes qui vivent aux Ulysses et qui du coup se tapent 30 à 45 minutes de trajet en plus tous les matins, pour éviter d'avoir une vague de personnes qui partent de l'entreprise. En termes d'outils, nous, ce qu'on a essayé de faire on a fait chez Mobility, sur le site internet, on a un petit diagnostic en une dizaine de questions qui est gratuit et qui est pas exhaustif, mais qui permet simplement pour l'entreprise déjà de se rendre compte en quelques questions de quel pourrait être finalement l'impact pour elle si elle s'engageait dans des solutions de mobilité, dans un accompagnement à la mobilité. Merci. Et Thibaut? Avant tout, comprendre les attentes. Il y a un vrai besoin de flexibilité pour une partie du marché du travail qui a été accentué par la période actuelle. On a d'autres clients pour qui effectivement pas le choix. Les gens doivent être là. Et si le transport public arrive 20 minutes avant l'ouverture de l'usine, ça n'a aucun sens et c'est extrêmement désagréable. Donc vraiment comprendre les attentes des salariés et notamment parce qu'elles ont énormément changé ces derniers mois et ces dernières années. Ok. Donc, si je résume, et je vais faire une petite parenthèse parce que je vois passer des commentaires qui sont tout à fait judicieux, donc je vais en profiter pour rebondir. Mais donc, effectivement, première chose qu'on peut peut-être mettre en avant, c'est faire un état des lieux. Alors, effectivement, les périmètres, les méthodos, on va dire, de manière générale, ne sont pas extrêmement assez exhaustifs, mais ce n'est pas forcément extrêmement normé. Donc, aujourd'hui, effectivement, on a une disparité de qualité d'accompagnement. Alors, si je prends une structure comme la nôtre, nous on fait des accompagnements plutôt conseils depuis une dizaine d'années, donc c'est l'idée d'avoir un état des lieux. Donc, effectivement, il y a des outils comme GICAN. Je me dois aussi de dire que plus il y aura d'outils de ce type, mieux ce sera, parce que chaque, on va dire, entrepreneur ou outil a ses spécificités, qui pourra répondre un peu plus à des employeurs ou à d'autres. Donc, je vais citer un autre membre de l'écosystème qui est 1 kilomètre à pied, lancé par Laure. Et ça me permet de rebondir à la remarque, de dire effectivement, on a une table ronde très masculine ce matin, alors qu'on a toujours pour habitude de toujours avoir en tête qu'effectivement, il faut essayer de diversifier au mieux les origines, d'ailleurs tout type. Donc, navré pour ce matin, pour ceux qui sont un peu chagrinés. Ça me chagrine aussi le premier, mais donc voilà, au moins j'aurais parlé de Laure et de son outil qui est du coup extrêmement aussi intéressant sur l'état des lieux. Et pour continuer, du coup, effectivement, deuxième étape, comprendre les enjeux, comprendre finalement les
au-delà des diagnostics, ce qui en ressort, et finalement aussi de comprendre les attentes. Parce qu'il y a les enjeux et les attentes qui ne sont pas tout à fait les mêmes sur la mobilité. On peut avoir un enjeu qui est de réduire son empreinte carbone, mais une attente qui est de continuer à aller en voiture seul au travail, ce qui du coup peut être compliqué des fois comme équation. Alors, question suivante, du coup, quelles seraient finalement les attentes des collaborateurs pour rebondir sur ta remarque, Thibaut? Je te laisse peut-être. Il y a de plus en plus de paramètres qui n'existaient pas avant, cette crise sanitaire, ce besoin de flexibilité. Les déplacements sont moins pendulaires pour beaucoup de salariés, c'est-à-dire qu'on va arriver au travail à 11 heures, repartir plus tard. Et les transports fixes et structurants de la puissance publique ne peuvent pas répondre à ce besoin de flexibilité. C'est notamment dans ce sens-là qu'on a créé nos outils. Et il y a une vraie attente de compréhension de la part de l'entreprise et de mise à disposition d'un service qui, j'insiste, a vocation à être aussi pratique que la voiture individuelle. Parce que soyons clairs, en termes de flexibilité, on ne trouve pas mieux que la voiture individuelle et on ne trouvera jamais mieux. Donc, il faut essayer de trouver des services qui s'en rapprochent le plus possible, qui peuvent même être encore un peu meilleurs et démontrer l'intérêt économique aussi pour le salarié. Les transports à la demande qu'on met en place, que ce soit pour des entreprises ou pour des puissances publiques, nous ont amené à constater que le véhicule qui disparaît le premier, c'est le deuxième véhicule du foyer. Le deuxième véhicule du foyer, il sert en général à faire du domicile-travail. On n'a pas l'ambition de supprimer tous les véhicules, mais le deuxième qui fait du domicile-travail, lui, il peut être totalement remplacé par du transport public à condition qu'il soit flexible. Donc voilà, j'insiste vraiment sur la flexibilité et l'adaptation aux conditions des salariés. Ok. Alors pour rebondir un peu, moi, au niveau des attentes des salariés, nous, on avait fait quelques études dans certaines entreprises et il y a surtout une grande étude qui a été lancée par le Forum Vie Mobile auprès d'un peu plus de 12 000 salariés dans le monde et qui disait concrètement que le premier motif d'insatisfaction des salariés au travail était le trajet domicile-travail et plus le trajet est long, plus l'insatisfaction grandit. Donc là, il y a un réel problème ici. Et pour bien les comprendre, en fait, je pense que c'est une question de bon sens et que toutes les entreprises y pensent, mais pour essayer de bien comprendre, il faut aller questionner les salariés, il faut faire des enquêtes, il faut essayer de trouver des ambassadeurs dans les entreprises qui discutent autour d'un café avec plusieurs collaborateurs pour bien comprendre quelles sont les problématiques et à partir de ces problématiques, commencer à engager un plan. Mais avant tout, c'est essentiel d'engager les collaborateurs dans n'importe quel plan de mobilité ou de changement à adresser au sein d'une entreprise pour que le programme puisse bien fonctionner. Je suis d'accord avec Alban et Thibaut. Alors, juste pour compléter sur la notion d'ambassadeur, nous, c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place depuis environ 1 an. Dès qu'on se lance sur une entreprise, en fait, on a une première phase avant de déployer nos solutions, quelles qu'elles soient, une phase qu'on appelle de formation de champions, où en fait, on va aller sélectionner 20-30 champions qui vont être des ambassadeurs dans l'entreprise. Et c'est eux qui nous font remonter les besoins, les attentes, les frustrations des collaborateurs qui peuvent être très générales en disant effectivement, ça me stresse de passer 40 minutes dans le métro tous les matins, surtout en période de Covid. Ah, ça peut être, j'aimerais bien que le GPS me fasse éviter une portion de l'autoroute quand je me déplace. Et ça permet, grâce à ça, finalement, de derrière personnaliser l'accompagnement, personnaliser les services qu'on propose et d'avoir une solution qui soit efficace. Moi, j'y vois un autre avantage, c'est d'objectiver aussi un certain nombre de pratiques, puisque du coup, on a dans notre écosystème un docteur en sociologie qui nous aide à comprendre pourquoi on change ou pas nos comportements. Et lors de sa thèse, il s'est aperçu en interviewant énormément de franciliens qui prenaient leur voiture, qui finalement avaient un argument qui n'était pas tangible ou n'était pas le bon, du type je prends ma voiture car c'est plus rapide, ou je prends ma voiture car finalement ça me coûte moins cher, ou c'est plus simple, etc. Et en fait, quand ils regardaient dans les faits, c'était souvent, dans plus de 80% des cas, pas plus rapide, etc. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que de toute manière, à un moment donné, il y a la perception ou la volonté et la réalité, il y a un décalage assez fort et il faut, et c'est la première chose, finalement, objectiver ces sujets. Et quand on a des outils qui comparent et qui nous permettent d'avoir finalement
justement des données assez claires sur les différents usages, ça aide notre cerveau à intégrer les différentes options possibles et à tordre un peu le cou aux préjugés. Alors du coup, alors, il y a beaucoup de questions et beaucoup d'échanges là dans le chat, donc je vais commencer, parce que j'ai d'autres questions, mais je vais vous en poser directement, parce qu'il y en a qui sont vraiment dédiés à vos outils. Alors du coup, quel est le coût au kilomètre par rapport à du TC classique, voire taxi? Donc ça, je pense que c'est plutôt pour Padam. Il va beaucoup dépendre de la densité de la demande. Il est bien inférieur au taxi, un peu supérieur à un transport en commun dense. Du transport en commun de centre-ville, c'est moins cher. Par contre, c'est moins cher que du transport en commun peu dense, qui n'est pas optimisé. Ok. Est-ce que, d'ailleurs, on pourrait généraliser cette question, mais est-ce que donc Gcane intègre les espaces de coworking dans les optimisations des déplacements? Et c'est une des briques qu'on va. Quand je dis optimiser du temps, c'est-à-dire que l'employeur, généralement, c'est très rare qu'on ait un directeur mobilité dans les entreprises, hein. Généralement, c'est quelqu'un qui n'y connaît pas forcément grand-chose au monde de la mobilité. Sa mission, elle va commencer par essayer d'aller sourcer un peu tout ce qui existe sur le marché. Donc, il refait une étude de marché qui a été faite 100 millions de fois par plein d'employeurs et de solutions comme les nôtres. Et donc, il va perdre 6 mois, un an et demi à faire ça. Et derrière, il va falloir benchmarker ses solutions, faire le choix, dans certains cas, faire des appels d'offres. Donc, c'est finalement mettre en place une solution de transport va devenir une sorte de chantier pas possible au sein de l'entreprise, qui va lui coûter beaucoup plus cher que juste le prix de la solution. Et donc l'idée voilà, c'est de pouvoir permettre à l'employeur soit de passer par des solutions de conseil qui vont pouvoir lui faire gagner beaucoup de temps, soit lui proposer finalement des solutions déjà benchmarkées pour éviter de perdre ce temps d'étude de marché, hein. C'est vrai que là, on est sur une matinée d'innovation finalement avec vos outils. Donc, tout le monde ne les connaît pas, mais ils sont déjà assez éprouvés. On le verra sur les cas d'école. Et c'est vrai que je suis assez étonné de manière générale par la volonté des entreprises de toujours être innovants et dénicher l'outil incroyable qui va révolutionner et d'y passer beaucoup de temps. Mais ça, je pense que c'est l'homme moderne qui est de cette, on va dire, veine. Lucas, donc merci. Alban, Thibaut, vous voulez compléter sur les attentes ou les besoins employeurs? Ouais, alors Oui. sur les attentes et les besoins, c'est vrai que nous, on est peut-être un peu plus jeune que Padam et Mobility, et du coup, il y a toujours une certaine appréhension des grands comptes à travailler avec des startups, même si l'innovation est là et que il y a des beaux projets derrière. On rame un peu plus, j'ai envie de dire, que des entreprises un peu plus expérimentées. Après, de retour d'expérience, ce qui est hyper important, c'est de bien accompagner et de bien conseiller les entreprises pour qu'elles soient vraiment rassurées dans le lancement de n'importe quelle solution en fait. Et j'ai un exemple assez concret. On travaillait avec Franprix justement non, avec Monoprix, pardon, excusez-moi, sur un POC qui a été fait, qui n'a pas été très bien fait. Ils n'ont pas été bien accompagnés derrière à utiliser la solution. Du coup, ils n'ont pas vraiment compris la valeur ajoutée qu'on allait pouvoir leur proposer. Et du coup, ils ont décidé de pas continuer avec nous. C'était en début d'année, et c'est hyper dommage. Et là, c'est vraiment parce que de notre côté, on utilisait une ancienne version de la plateforme à l'époque, qui a été modifiée depuis, et ça nous a permis justement d'apprendre que on ne peut pas juste donner un outil comme ça à un client si on ne l'accompagne pas, si on ne l'éduque pas, si on ne l'aide pas à bien comprendre et à bien utiliser cet outil, ça ne marchera pas. Le projet ne sera pas un succès en fait. Comme tous les Et outils, voilà. L'outil est bien, rapidement, mais ça dépend de ce qu'on en fait. Exactement. Très rapidement, pour reprendre ce que vous avez dit, Lucas et Alban, il y a les entreprises ont besoin de savoir, de comprendre, et là où ça devient compliqué, comme dit Alban, c'est au moment où il faut faire. Au moment où il faut faire, il y a une première question qui se pose qui est très importante, c'est combien ça va coûter. Ouais. Anticiper un budget de transport, c'est un vrai métier. Les entreprises dont c'est le métier ont encore du mal. Pour une entreprise dont c'est pas le métier, c'est extrêmement compliqué. Il y a quelqu'un qui demandait dans la conversation, est-ce que vous êtes capable de
faire une simulation, une étude de faisabilité avant pour savoir à quoi va ressembler le service, combien ça va coûter, de combien de bus je vais avoir besoin pour apporter un bon service. Évidemment, on le fait et tous les outils auxquels vous avez accès aujourd'hui ont ces fonctionnalités-là qui permettent d'anticiper. Donc, dans le faire, qui est là où on peut se casser la figure, premier point, le prix, c'est hyper important, évidemment. Deuxièmement, effectivement, la connaissance et le suivi qui sont très clairs. Il y a une question d'Alice dans le chat qui demande quel lien entre vos solutions et les référents mobilité au sein des entreprises. L'interaction entre les outils et les clients, c'est effectivement clé. Et notre expérience de ce côté-là, c'est qu'il y a actuellement une multitude de connexions possibles. C'est pas forcément un référent mobilité. Nous, on travaille notamment avec un syndicat, par exemple. Dans une entreprise où le syndicat est très fort, c'est le syndicat qui a poussé. Parfois avec l'opérateur de transport local, l'autorité organisatrice de mobilité. À l'heure actuelle, il n'y a pas de modèle unique et il faut pouvoir créer des connexions partout où c'est possible. Il y en a une qui finira par marcher. Clairement, de toute manière, et c'est la raison d'être de cet écosystème finalement, au-delà de réduire l'usage de la voiture seule, thermique principalement, c'est aussi de structurer et d'aider justement à ces employeurs finalement d'avoir des compétences en interne. Et c'est sûr que sans compétences, c'est compliqué de piloter ces sujets. Il y avait une question du coup de Thibaut. Temps moyen d'attente quand on fait appel à des services de TAD là. On est sur, selon les cas, entre 10 et 20 minutes, mais la vraie réponse, c'est que ça dépend énormément comment on configure. On fait sa simulation avant et en fait, on décide du temps d'attente acceptable. Et selon le temps d'attente qu'on va décider, si on décide que c'est 10 minutes, on va adapter la flotte, le nombre d'arrêts, la zone couverte pour que ce soit 10 minutes. La réalité, c'est que plus on est proche d'un centre-ville, plus les gens vont l'attendre peu, enfin moins les gens vont l'attendre. Dès qu'on est sur du périurbain, les temps d'attente acceptables par les usagers, c'est plutôt du 20 minutes. Sur des domiciles travail, on fait des réserves un mois à l'avance, donc il n'y a pas de temps d'attente. C'est-à-dire que les réservations sont prévues très longtemps à l'avance et les itinéraires ont déjà été recalculés, il n'y a plus de temps d'attente. Ok, très bien. On va continuer puisque du coup l'heure tourne et il y a quand même pas mal de questions. Il nous reste normalement 10 minutes, mais on va probablement traîner un peu. Le FMD à 400 € va permettre l'essor de la mobilité douce. Donc on dit maintenant mobilité active. Pour info, c'est l'ADEME qui nous pousse à dire actif. Mais pour l'entreprise, quid du traitement de l'AEN? Confirmez-vous qu'il s'agit bien d'une rémunération selon l'administration fiscale? Ne vous battez pas. Voilà. Je ne sais pas. Je passe mon tour. Juste répondre sur la première partie, le FMD va pousser à la mobilité durable. Dans l'état actuel des choses, oui et non. Oui et non, pourquoi? Parce qu'en Île-de-France, le FMD il n'est pas cumulable avec les transports en commun. Or, la plupart des gens prennent les transports en commun. Et dans le reste de la France, les distances peuvent être beaucoup plus longues. Et donc, la mobilité douce n'est pas forcément adaptée pour les déplacements domicile-travail. Donc, je pense qu'il y a encore, ça va aider, c'est un bon début, mais il faut aller plus loin dans le FMD, permettre à l'entreprise d'avoir une poche à donner à ses collaborateurs qui soit plus grande et qui soit cumulable avec les différents modes de transport. Il faut arrêter de penser la mobilité comme en étant monomodale. Les gens ont besoin de pouvoir adapter les solutions qu'ils utilisent en fonction des besoins qu'ils ont. Très bien. Même si Lucas, je fais la remarque sur le FMD, on peut aller beaucoup plus loin, mais voilà, c'est des démarches volontaires ensuite. Et l'autre remarque, c'est que c'est un outil quand même assez puissant, mais bon, on n'y connaît pas encore grand-chose en termes de retour d'expérience. Et un autre point, c'est que de toute manière, la Convention citoyenne pour le climat ou la LOM met quand même une espèce de contraintes là en plus, ou d'opportunités d'ailleurs en fonction, pour aller plus vite, plus loin, avec des montants plus élevés. Donc ça risque de bouger dans les mois à venir sur ces thématiques. J'avais une autre question, du coup, c'était quelle est pour vous l'action, la bonne action qui est déployée au sein des entreprises que vous rencontrez, voilà, pour aider les autres finalement à se dire tiens, si eux le font, pourquoi je ne le ferai pas? Et la mauvaise idée, ou l'idée reçue plutôt. Voilà, donc si vous pouvez partager la bonne et la mauvaise action pour que ceux qui nous entendent gagnent du temps ou ne perdent pas de temps.
Euh, Là-dessus, je vais dire la bonne action, mais ça va aller aussi dans le sens inverse. Dans tout type de projet, et notamment de transformation et de changement, ce qui est vraiment impératif, c'est d'impliquer les différentes strates de la société, donc le top management, ceux qui vont gérer le projet, que ce soit les RH, les RSE, les opérationnels en général, et les collaborateurs. S'il n'y a que 2 briques qui sont impliquées dans le projet, il y a un moment ou un autre où ça ne passera pas. Et il faut vraiment que les 3 soient impliqués, qu'on ait des ambassadeurs et des champions, comme le disait très justement Lucas, et que le top management soit un peu exemplaire sur ce type de projet. Sinon, on n'arrivera jamais à emmagasiner un maximum de personnes. Et après, si on arrive au début à avoir déjà 10% des effectifs qui sont engagés dans le projet, juste le fait d'avoir ces gens-là, ça va faire venir les autres assez rapidement. Ouais. Nous, alors, pour une action souvent bien mal employée, donner plutôt une anecdote, hein. On a une entreprise qui nous a dit un jour, nous, on est à la recherche d'une solution de covoiturage, mais c'était simplement parce que le covoiturage, c'était la mode. Il n'y avait aucune étude de fait sur est-ce qu'il y avait vraiment un impact pour le collaborateur. Et ça, un exemple aussi caricatural, on ne l'a pas eu, mais par contre, on a régulièrement des entreprises qui disent, bah, écoutez, moi, je veux faire une politique mobilité, donc je vais mettre en place une solution de transport, mais sans avoir fait d'études d'impact au préalable. Et c'est juste, je mets un service parce qu'il faut mettre un service. Sauf que c'est une bonne idée, il faut le faire. Mais le faire sans que ce soit réfléchi, finalement, bah, ça fait que derrière, il n'y a pas de résultat escompté, hein. Je pense que nous, on l'a vécu il y a 10 ans, on mettait en place certaines solutions, puis on s'apercevait que l'employeur, finalement, jouait pas trop le jeu en termes de communication, donc on poussait. Et puis, par contre, on voyait 6 mois après que dans le rapport RSE de l'entreprise, il y avait cette action qui était mise en avant comme l'action phare sur des sujets. Bon, bref, tout ça pour dire qu'il y a 10 ans, je pense qu'on pouvait se laisser un peu tous avoir par cette, on va dire, nouveauté et où on débutait tous. Bon, maintenant, effectivement, je pense qu'il est temps de dire que ce n'est plus tenable et qu'il faut arrêter de laisser ou de tolérer ce genre d'usage. Thibaut, peut-être? Dans les idées auxquelles il faut faire attention, je suis d'accord avec Lucas, le covoiturage, il faut faire très attention, c'est très compliqué. C'est très difficile de gérer l'offre et la demande. Ça semble une très bonne idée, mais en réalité, c'est très compliqué. Dans les bonnes idées, rendre les initiatives très visibles. Une entreprise pour laquelle on fait du transport allemand, on a mis des bornes à plusieurs endroits dans le bureau pour faire des réservations. Ça coûte rien, c'est un ordinateur allumé sur notre site web. Ça va pas plus loin que ça, mais c'est présenté comme une borne, c'est visible. Les véhicules qui prennent les salariés sont marqués avec un nom de service spécifique pour cette entreprise. C'est visible, c'est bien pour la direction. Et voilà, ça crée le sentiment d'appartenance. Je voudrais juste répondre à une question qui est passée sur l'articulation entre collectivité locale, une vraie stratégie win-win entre une collectivité locale et des entreprises. Sur les zones d'activité, si vous allez voir vos autorités organisatrices de la mobilité, avec ce type de projet, elles sont extrêmement demandeuses. Clairement, il y a un vrai sujet de fédérer les employeurs et de les réunir finalement autour de cette même cause pour aller voir les collectivités. Parce que quand vous êtes au fin fond de l'Ardèche, de l'Aveyron ou de la Corrèze, hein, peu importe, ou du Finistère, pour faire un peu large, ou de l'Alsace, vous retrouvez effectivement en tant qu'employeur avoir du poids. Par contre, quand vous êtes dans une région comme l'Île-de-France, un employeur de 300 personnes qui va demander à faire changer un certain nombre de choses ou faire du lobby, ça ne marchera pas. Et la bonne nouvelle, c'est que, en tout cas, on le voit nous sur nos missions d'accompagnement, il y a un certain nombre de subventions qui permet après de déployer des actions à moindre coût ou de faire les études à moindre coût en fonction des régions. Il y a des financements possibles. Alors, comme on va quand même essayer de traiter toutes les questions, je vais vous demander d'essayer d'être assez réactif sur les réponses, puisqu'il y en a quelques-unes quand même. Donc, comme vous le souhaitez. On parle beaucoup des alternatives à la voiture pour les employés et les incitatifs pour les convaincre de changer, mais comment abordez-vous la question du parking avec vos clients? Le parking, déjà, on se rend compte qu'il y a quand même les entreprises, en tout cas sur les derniers déménagements qu'on a vus, il y a énormément de baisse de place dans le parking. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y a un besoin de diminuer l'usage de la voiture individuelle. On peut l'aborder de plusieurs manières. Nous, on l'a abordé récemment avec
Jeffco, par exemple, qui a fait son déménagement et qui passe ils sont environ 700 collaborateurs pour moins de 200 places de parking. Alors, tout le monde se déplaçait en voiture. Donc, on leur a mis un capteur qui permet finalement de donner en temps réel le nombre de places disponibles dans le parking et qui permet aux personnes de s'organiser. S'il reste de la place, peut-être venir en voiture. Sinon, on leur propose d'autres alternatives pour se rendre sur le site de l'entreprise. Autre tour? Non. Alors, Pas forcément. je fais une parenthèse sur le sujet des parkings parce qu'en fait, quand vous comprenez comment notre cerveau fonctionne sur les changements de comportement, il est extrêmement créatif quand il débute, quand il arrive sur un problème. Il voit un champ infini des solutions et c'est là où c'est bouillonnant. Et puis une fois qu'on a trouvé la solution, donc si je fais la comparaison, je déménage ou je cherche à savoir comment je vais aller sur un lieu, je regarde toutes les options possibles, j'en trouve une qui me convient au regard des critères à date, qui peuvent changer le lendemain, mais bon voilà. Et puis une fois qu'on a eu ce réflexe, c'est compliqué, ou c'est beaucoup plus difficile de changer. On est plus créatif le lendemain. On continue, si ça s'est bien passé la veille, à faire comme avant. Et ça peut durer des années. Quand ça fait 10 ans, vous imaginez la difficulté de changer. Tout ça pour vous dire qu'en fait, peut-être qu'une des solutions sur les sujets du parking, c'est de dire à un moment donné, aujourd'hui, il y a des travaux, on interdit ou on divise par X le nombre de places et vous aurez du report naturel, puisqu'un certain nombre de gens vont se retrouver à devoir changer et ils récupéreront des nouveaux réflexes. C'est recevable au niveau cognitif, c'est recevable par des gens qui travaillent sur les changements de comportement, ça peut être moins facile à déployer, j'entends. On va continuer sur les questions. Mais blague à part, on a bien vu qu'avec le Covid, les changements de comportement imposés nous a pas mal révolutionné un certain nombre de comportements. Et donc, du coup, je dis souvent, soit on le fait maintenant avec le sourire et on trouve des alternatives, soit de toute manière, on sera contraint puisqu'on a des perspectives avec zéro thermique, zéro voiture dans des centres-villes, des zones à faible émission. Et donc, tous ces sujets sont à anticiper. Donc, j'essaye de trouver des questions parce qu'il y a des points d'interrogation ou pas sur les remarques. Hop. On pense faire une matinée. Non, ça, c'est pas une question. Voilà. Padam, donc c'est plutôt pour Padam, apparemment. Est-ce que vous êtes à même de proposer des études que feraient les entreprises pour permettre de personnaliser au mieux les offres de transport? Donc, ça, on a dit oui. Et quel type de data ont-elles accès une fois que le service est lancé? Pardon, je n'avais pas mis mon micro. Un dashboard de business intelligence, tout ce qui est le plus pointu, c'est-à-dire les temps d'attente moyens, le taux de conversion des requêtes, pour pouvoir suivre si quand un salarié demande un transport pour aller au travail, il a une réponse et il le prend. Les temps d'attente moyens, le coût évidemment au kilomètre. Ça, c'est la partie la plus importante, qui permet, et ça m'amène à, une fois qu'on a lancé un service, c'est très important de continuer à l'optimiser. Les salariés déménagent, changent leurs habitudes avec le service. Et encore une fois, vous avez la chance d'avoir à votre disposition plein d'outils dans ce métier, de s'adapter à des besoins changeants. Donc voilà. Ok, bon, les 10 heures fatidiques sont passées, donc on va essayer en 5 à 10 minutes, là, traiter toutes les questions. Comment utilisez-vous ces champions dans la mise en place d'un plan de mobilité? Quel rôle jouent-ils? Et ils ont un rôle d'ambassadeur, mais ça, je pense que ça va être pour toutes les solutions. Effectivement, plan de mobilité ou autre, le champion, c'est une personne volontaire qui va faire le lien avec l'ensemble des collaborateurs, qui va pouvoir aller chercher de l'information pour essayer de comprendre les besoins, les attentes, et qui va avoir un rôle de communicant aussi pour faire passer les messages que l'on souhaite passer dans le cadre d'un plan de mobilité. Ok, effectivement, et on peut dire que son objectif, c'est de objectiver finalement ces enjeux et d'aller mettre sur les bons bureaux les bonnes données pour finalement lancer. Il y a une autre question, c'est peut-on tester l'application Mobility? Mais en fait, j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut tester vos outils? J'imagine que oui. Oui. C'est un peu l'objectif aussi, ça, la matinée a pour objectif de créer un peu d'attrait sur ces outils. Et donc, n'hésitez pas à nous appeler, nous, EcoDev, ou directement les interlocuteurs là, pour faire des démos, des présentations et démontrer que ce qu'on est en train de dire n'est pas ridicule au regard des enjeux actuels.
je repose ma question. Alors ça, quel lien entre vos solutions et les référents mobilité au sein des entreprises? Apparemment, on n'a pas été très clair sur la réponse. Merci Alice. Bah, on a un lien. Le référent mobilité, c'est celui qui va porter le projet de mobilité. Ça peut être quelqu'un qui travaille à la RSE, un RH ou autre. C'est la personne qui va faire le lien généralement avec la direction. Et ensuite, nous, notre rôle, c'est de pouvoir lui apporter toutes les briques pour avoir une argumentation qui soit la plus cohérente possible et qui permette de faire avancer le projet dans les meilleures conditions. D'autres réponses? Non, c'était très clair, c'est vrai. Alors, il y a des échanges sur la Belgique, France, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans le débat des Belges. Mais il n'empêche que j'ai appris récemment que les employeurs belges pouvaient financer une partie du loyer des salariés si et seulement si, avec des exonérations ou des avantages fiscaux, si et seulement si les emplois étaient proches des lieux de travail. C'est intéressant, ça. Et leur forfait mobilité durable est de l'ordre, a priori, si j'ai bien compris, de 400 € par mois et pas par an. Donc, bravo les Belges, parce que là-dessus… Il y a encore du chemin à faire de notre côté. Ça fait des années que je me dis qu'on aurait dû monter Ecodev en Belgique. Le FMD est-il obligatoire aux employeurs? Donc, la réponse est non. Non à date. Je pense qu'il y a une obligation morale de se pencher sur le sujet et de lancer la démarche. Mais demain, il risque d'avoir des obligations plus contraignantes, comme on a dit. Avez-vous un ou deux exemples de territoires français d'une collaboration gagnant-gagnant entre les collectivités locales et une entreprise? Donc là, on veut du concret. D'ailleurs, ça me permet de… Pour aller un peu plus loin sur la collaboration avec le Citral à Lyon, donc, c'est à l'initiative du Citral que plusieurs parcs d'entreprises qui représentent des dizaines de milliers de salariés éloignés. J'étais au lancement et ils ont lancé ça avec l'association des entreprises locales. C'était présenté aux dirigeants d'entreprise qui l'avaient demandé, qui l'ont obtenu, et c'est financé par la puissance publique, c'est-à-dire que c'est clairement les impôts des entreprises qui ont financé ça. Le service de transport à la demande ne coûte plus rien aux entreprises, si c'est les tickets bus ou les abonnements de bus que les salariés payent. Okay. Donc ça, c'est vraiment gagnant-gagnant. Clairement. D'autres remarques sur le sujet? Oui, une initiative pas mal du tout en termes de collaboration publique-privée. Ça va être par exemple le Saint-Étienne avec le déploiement d'un MAS au sein de la collectivité qui va réunir un certain nombre de solutions et qui est plutôt intéressant. Ok. Où peut-on trouver la liste des coordonnées des AOM? Bon, ça, on vous le mettra parce que je ne suis pas sûr qu'on réponde là maintenant, mais vous ayez en tête le sujet. Donc là, il y a plein de choses, mais il n'y a pas de point d'interrogation. Donc je suis désolé si vous avez posé des questions sans point d'interrogation, je les passe. Peut-on obtenir les coordonnées des intervenants et leur présentation? Oui, vous les aurez par défaut. Et je crois que je pense ne pas avoir oublié de questions. Et donc, du coup, pour finir, si on dit qu'on a traité toutes les questions, peut-être un mot de la fin chacun, dans l'ordre que vous voulez. Je vois Thomas en plus qui revient là, donc ça me met une pression folle. Peut-être, je ne sais pas quel conseil ou quel mot de fin vous souhaiteriez annoncer, en tout cas dire à nos auditeurs. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Déjà, merci à tous d'être venus nous écouter et échanger sur ces sujets de mobilité. Ça veut dire que quand même pas mal d'entreprises se posent des questions, ont envie de changer, ont envie d'avancer. Donc, c'est un super signe pour les entreprises et pour nous. Et merci à tous et à très bientôt, j'espère. Comme mot de la fin, je voulais remercier tout le monde et dire que investir sur la mobilité, il fallait vraiment voir ça comme un investissement. Comme n'importe quel investissement d'une entreprise, ça coûte de l'argent et ça va en rapporter plus à terme, si c'est bien fait. Mais c'est comme ça que ça doit être vendu à la direction. C'est comme ça que ça doit être considéré. C'est vraiment un investissement. Oui, merci à tous. Moi, je vais mettre ma casquette un peu environnement durable pour le mot de la fin.
Je pense qu'il faut vraiment que les entreprises ne négligent pas l'impact de la mobilité et leur rôle en tant qu'employeur dans la décarbonisation de celle-ci. Aujourd'hui, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais je crois que la mobilité, c'est environ 25% du bilan carbone des villes. C'est la première source de pollution dans celle-ci. Et Timothée, tu le disais, c'est 10 heures de transport par semaine pour les personnes qui se déplacent. Alors, les gens se déplacent pourquoi principalement pour se rendre au travail. On disait il y a 60% des gens qui peuvent pas télétravailler. Donc, l'entreprise a un rôle majeur à jouer dans l'évolution des comportements et dans l'évolution des solutions à mettre à disposition des collaborateurs. Voilà, donc merci à tous. Merci également Thibaut et Alban pour ces échanges intéressants. Et Thibaut et Thomas également pour avoir organisé ça. Merci. En termes de mots de la fin, moi, j'ai pas grand-chose à vous dire à part effectivement merci et effectivement, quand on commence à mettre des données, des chiffres, des enjeux sur ces sujets de déplacement, on s'aperçoit que c'est pharaonique en termes d'intérêt pour l'employeur et qu'on va continuer ce cycle de webinaires autour de la mobilité puisqu'on n'a pas encore défini une date, mais on va en faire un sur les transports en commun, infrastructures lourdes, ceux qui sont abandonnés aujourd'hui par un certain nombre d'usagers à tort, puisque du coup j'ai cru comprendre que les clusters Covid étaient généralement originaires d'autres endroits que les transports en commun où les gens respectent assez bien finalement les contraintes ou les barrières sanitaires.